Bonjour tout le monde, on est toujours dans la section 5.2, donc la loi de Hess. On se rappelle la loi de Hess, hein, donc c'était une manière d'aller chercher tout le temps donc le delta H, donc la variation d'enthalpie, donc la chaleur molaire dégagée donc ou absorbée. Là, on y va avec la loi de Hess, mais combinée donc aussi avec la calorimétrie, qui va être la chaleur molaire de formation. Donc, on a une chaleur molaire qu'on peut utiliser de formation qui est en kilojoules par mol. On va aller rajouter les unités entre parenthèses chaleur massique de formation qui est en kilojoules par gramme. Et c'est sûr hein, que ces deux chaleurs donc, de formation-là vont nous donner donc, la variation d'enthalpie d'un produit, donc de réactif qui est en train donc, de se former. Fait que parfois, c'est sûr que le delta H va être positif. Parfois, donc, ça va être négatif. Dans ce cas-ci, là, négatif veut dire exothermique. Positif veut dire endothermique, c'est le contraire. Parce que tout simplement, donc si exothermique, la température a monté, ben, c'est un moins, et si la température a descendu, ben, c'est un plus. Qu'est-ce que Germain-Henri Hess donc, nous a dit? Donc ça va être important de souligner ça. Donc ici, quand une substance A se transforme en substance B, la chaleur impliquée dans le processus, c'est un peu d'enregistré parce que je me demandais si mon oreillette était fonctionnelle. Donc ici, on a comme deux petites équations qu'on va tout simplement aller additionner pour donner, bien, c'est sûr, la chaleur molaire, donc de formation ou de neutralisation, admettons, donc du NaOH puis du HCl. Le but étant tout le temps d'aller chercher donc la variation d'enthalpie. Ici, bien, le résultat à la fin est négatif, ça veut dire que ça va être exo, donc thermique. Fait que tout ce qu'on a à faire, c'est d'aller additionner les deux équations, donc partielles, bien sûr, pour nous aider, comme en mathématiques, on peut soustraire de chaque côté donc, de la flèche qu'est-ce qu'il y a de pareil et on descend. Qu'est-ce qui reste? Donc, NaOH solide, on descend. HClAQ, on descend. NaCl, on descend. H2O, on descend. Fait que finalement, ben, tout ce qu'on a à faire, c'est d'additionner donc le delta H. Là, vous allez dire, ben, pourquoi que je ne fais pas juste donc additionner le delta H? Pourquoi que j'ai besoin là, d'additionner donc ici, puis de soustraire, puis faire toute une grosse démarche? Ben, c'est pour vérifier finalement si vous arrivez donc à l'équation globale. Si on arrive à l'équation globale, ben, probablement que notre réponse finalement donc est bonne. Fait qu'à savoir que oui, il faut additionner donc nos deux petits delta H partiels pour donner notre chaleur molaire de formation, mais quand même, donc, il faut démontrer donc notre démarche. On va y aller avec notre laboratoire là, finalement, donc numéro 14. Le but, c'est d'aller chercher la chaleur molaire de formation de l'oxyde de magnésium. Oxyde de magnésium, là, c'est du MgO. Et en passant, on va avoir besoin donc de l'équation globale. Fait qu'on va s'écrire l'équation globale ici. Équation globale de notre réaction. Habituellement, je vais toujours vous la donner. C'est du Mg solide plus une demi-molécule de O2 gazeux qui va donner ben, justement de l'oxyde de magnésium, hein, du MgO solide. Et qu'est-ce qui nous manque? Ben, il nous manque la variation d'enthalpie. Il nous manque donc le delta H. On va y aller avec la mise en situation, puis après ça, je vais vous expliquer là, comment on va faire avec l'aide de la calorimétrie, puis avec l'aide donc de la loi de Hess. Donc, on va utiliser là, nos deux méthodes qu'on va combiner donc ensemble pour aller trouver la chaleur molaire de formation. Fait qu'on nous dit un peu, là, je vous résume, dans la mise en situation, un sel à usage multiple. On nous dit que l'oxyde de magnésie, donc le magnésium, donc est un sel communément appelé donc magnésie. J'ai combiné donc les deux. Sous sa forme pure, ben, il y a l'aspect donc d'une poudre blanche, puis on peut l'utiliser, entre autres, donc sur la poudre des mains, pour rendre là, une prise donc vraiment plus facile sur les instruments donc, de sport, comme admettons la gymnastique ou l'escalade. On peut l'utiliser aussi donc sous forme d'engrais pour les animaux. On peut l'utiliser aussi pour fabriquer donc comme pigment blanc, donc dans les peintures. Puis on peut l'utiliser donc à plein d'autres, donc vraiment donc utilisation. Notre but, c'est de développer donc une technique. Notre but, on va l'envoyer là en dessous de l'autre côté, là, de l'autre bord finalement, donc de la page, pour déterminer la chaleur de formation de l'oxyde de magnésium. Pour ce faire, on va aller chercher
nos équations partielles. Fait qu'on va prendre la première qui est ici. Celle-là, on ne l'utilisera pas. Pourquoi qu'on ne va pas donc l'utiliser? C'est que tout simplement qu'on va avoir tous les autres réactifs et produits qu'on va avoir besoin donc, dans celles qui vont suivre. On va utiliser donc la deuxième ici et la troisième. Fait que là, je vais vous faire remarquer que dans la troisième, on est OK là. On a déjà donc la variation d'enthalpie. Sauf que celle du numéro 1, on n'a pas le delta H, ni dans notre équation, donc 2. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va utiliser la calorimétrie pour aller chercher donc notre delta H, mais de manière expérimentale. Fait que ça veut dire avec un thermomètre, un calorimètre, tout le kit, on va aller chercher notre variation d'enthalpie. Ensuite, on va aller faire une grosse addition donc à nos équations partielles pour nous donner notre équation globale qui est en haut. Donc, équation globale. J'écris mal, là, mais on comprend là, le principe là, finalement. OK. Fait que notre but, on l'amène ici. Numéro 1 et 2, on barre ça parce qu'on a tout fait sur la page 1. Fait qu'on sauve là un peu donc du temps. Fait qu'on peut peut-être aller écrire, voir à la page donc 1, la page précédente. Numéro 3, on nous demande loi ou principe qu'on va utiliser dans ce laboratoire-là. On va utiliser la loi de Hess. Puis on va utiliser aussi la calorimétrie. Numéro 4, quelles sont les autres variables dont vous devez tenir compte dans ce laboratoire-là? Bien, il y a la température initiale, température finale, finalement, de notre mélange, la masse du magnésium, la masse de l'oxyde de magnésium, MgO, puis il va falloir utiliser un bon contenant isolé, un bon calorimètre. Pourquoi que je m'intéresse à la masse du Mg puis la masse du MgO? Regardez bien ici, là, dans l'équation. Donc, on a du Mg, du MgO, fait qu'on va mélanger donc avec de l'acide, fait qu'on va aller chercher donc la variation d'enthalpie, fait que c'est important de noter donc la quantité. On s'en va donc 2 pages plus loin ici, puis là on va se faire un petit schéma là, pour expliquer un peu là qu'est-ce qu'on va faire pendant notre expérience. Fait que, comme toujours, en calorimétrie, on utilise un calorimètre. Nous, c'est des verres de styromousse, dans lequel donc on a fait un trou dans le couvert pour mettre donc un thermomètre. On va aller mettre dans chacun des cas 50 ml de l'acide chlorhydrique. L'acide chlorhydrique, c'est sûr que c'est du HCl. On va en mettre 50 ml de HCl et on va aller prendre la température initiale de notre HCl. Après ça, nous, pour notre première équation globale, on a à travailler avec une poudre grise qui est une poudre de magnésium. Il va falloir en peser sur la balance 0,2 g qu'on va aller mettre dedans. On va fermer le couvert super vite. On va brasser pour s'assurer que ça soit tout dissous. Puis là, après ça, on va regarder si la température va monter ou si la température va descendre. Et on note donc la température finale. On va tout laver, donc tout laver notre thermomètre, notre calorimètre, tout le kit, puis on va recommencer encore avec 50 ml d'acide chlorhydrique, mais cette fois-là, on va utiliser, deuxièmement, donc en deuxième, là, finalement, essai, 0,5 g d'oxyde de magnésium, du MgO, que je vais aller dissoudre dedans, je vais aller noter donc la température finale, puis ainsi de suite, et je vais noter ça donc dans un tableau. Fait que là, des petites choses à s'écrire. Le magnésium, c'est sûr que c'est du Mg. Oxyde de magnésium, MgO. Juste pour ne pas les mélanger. Le magnésium, c'est de la poudre grise. Puis l'oxyde de magnésium est sous forme de poudre blanche. Toutes les deux, on va aller mesurer la température initiale. Un coup qu'on va avoir mélangé avec 50 millilitres de HCl, donc dans les deux cas, donc dans les deux expériences, je vais noter la température finale. À la fin, il sera le fun d'avoir la variation de température, puis de savoir si ça a monté ou si ça a descendu. Donc, on voit que nous, la température, elle a monté, fait que c'est sûr que c'est une réaction exothermique, fait qu'il va falloir penser là, pour notre delta H là, de mettre un négatif. Et bien évidemment, on va s'assurer d'avoir environ 0,20 g de magnésium. Moi, j'ai utilisé le 0,21 g, c'est correct, là, je vais juste le noter. Puis, environ 0,50 g de poudre blanche.
Avec ça, ben là, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est d'aller mesurer donc la variation donc, de température. Ici, la température a monté, ici aussi. Dans mon premier cas, ça a monté de 19, je vais écrire par-dessus, là, ça ne dérange pas, là, 19,5 degrés Celsius, et dans le deuxième cas, de 10 degrés Celsius. Vous pourrez calculer avec vos résultats, mais je fais un exemple avec mes résultats à moi. On s'en fout hein, un peu des résultats. Le but, là, c'est le calcul là, qui est important. Fait que premièrement, pour aller chercher le delta H, on se rappelle, il faut tout le temps faire Q sur N. Fait qu'on va commencer hein, au numéro 1 par aller chercher donc la chaleur dégagée ou absorbée. Une première fois avec le magnésium, puis une deuxième fois donc avec l'oxyde de magnésium, le MgO. Fait que pour aller chercher donc le Q, on va faire Q est égal à mc delta T, qui est notre formule de chaleur dégagée ou absorbée, puis on s'assure qu'on prend tous les résultats pour l'eau. Sinon, ça ne marchera pas là, si on prend les résultats là, pour le magnésium. Fait que c'est toujours la masse de l'eau. Donc, on a utilisé 50 millilitres de liquide aqueux. Là, ça veut dire que ce n'était pas de l'eau, c'était de l'acide, mais ce n'est pas grave, l'acide était sous forme aqueuse. Fait que c'est 50 millilitres qu'on transfère donc en grammes parce que 1 millilitre est égal à 1 gramme, étant donné que la masse volumique de l'eau, on peut juste faire ça pour l'eau, est de 1 gramme par millilitre, fois la capacité thermique massique de l'eau, que je vais toujours vous donner, fois la variation de température qu'on a notée donc tantôt. Bien évidemment, on n'a pas la même variation de température, donc on n'aura pas donc le même résultat. Si je vais trop vite, là, vous avez juste à peser donc sur pause. Le numéro 2, on ne le fait pas. On ne fait pas là, que le changement de signe, que la réaction elle dégage la chaleur qui est absorbée par l'eau, fait qu'on change de signe. On ne fait pas ça. Nous, on fait juste mettre le signe donc à la fin, le bon signe qu'il nous faut. Ensuite de ça, on le sait que pour aller chercher donc le delta H, il faut aller chercher le N. Fait qu'on va utiliser notre petite formule qu'on a vue et qu'on utilise depuis donc, le début de l'année, qui est petit n minuscule est égal à m minuscule sur le gros M, donc majuscule. Donc, on va faire la masse du magnésium. On commence avec le magnésium hein, pour notre première donc, expérience, donc 0,21 g, divisé par dans le tableau périodique, donc la masse molaire de notre magnésium, qu'on a donc même pas arrondi. On divise, on se garde au moins 3 chiffres après la virgule et on a notre quantité. Dans le fond, là, tout ce qu'on a fait ici, c'est transférer mes grammes en mol parce que je ne veux pas avoir la chaleur massique, je veux avoir la chaleur molaire. L'autre côté, on fait la même chose. Copier-coller, mais avec le MgO. Toujours avec la même formule, donc je prends la masse du MgO, la poudre finalement blanche, je divise par dans le tableau périodique le Mg plus l'oxygène qui est de, on ajoute là finalement à peu près 16, qui va nous donner donc la quantité utilisée donc de notre poudre d'oxyde de magnésium. Après ça, au numéro 5, j'aime pas ça, on va faire les produits croisés comme ça. Nous autres, on n'utilisera pas ça. On va utiliser là, vraiment notre formule. On peut faire les deux en même temps. Ça va être vraiment plus efficace. Fait qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on va tout simplement diviser notre réponse du numéro 1 par notre réponse des numéros, là, finalement, donc précédents. Donc, numéro 4 pour celui-là et le numéro 3. Fait qu'autrement dit, on divise donc le Q, donc l'énergie dégagée ou absorbée, divisé par le nombre de moles. On ne met pas le négatif tout de suite. On va le mettre vraiment à la fin pour signifier qu'on avait une montée de température. Donc, c'est exothermique, puis exothermique à l'extérieur, hein, c'est ça que ça veut dire. On se rappelle, c'est moins. Et si on veut notre réponse en kilojoules par mol, bien, c'est sûr qu'on va diviser par 1000. Donc, si là, je tasse ma virgule de 1, 2, 3, ça donne donc que le delta H est égal à négatif, je vais l'arrondir. Vous n'êtes pas obligé de l'arrondir, là, 168,95 kilojoules par mol. Et ici, je tasse ma virgule de 1, 2, 3. Delta H est égal à négatif, on n'oublie pas négatif, 472,8, je manque un peu de place pour les unités, c'est pas grave, kilojoules par mol. Et voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait faire donc avec tout ça? Au pire, à le corriger sur Moodle ou sur Team, là, dans notre chapitre là, 5. Qu'est-ce qu'on a à faire avec tout ça? C'est qu'on va aller écrire maintenant nos équations donc chimiques
mais on les transformait en équations thermiques en rajoutant donc le delta H. On les a arrondis en passant, là, donc ça ne dérange pas, là, ça fait plus cute, là, mais on n'est pas là, vraiment obligé donc d'arrondir donc, nos réponses. On peut le faire donc toutes les deux simultanément. Regardez, on a fait réagir du magnésium, de la poudre grise, puis le MgO, la poudre blanche, dans les deux cas, donc avec du HCl. Dans le premier cas, ça m'a donné du MgCl2 plus un dégagement gazeux hein, qui ne sentait pas super bon et qui pognait comme au poumon. Là. Puis ensuite, on avait du MgCl2 aqueux pour la deuxième donc réaction avec du H2O liquide. Bien sûr, on les a balancés hein, parce que pour faire la loi de S, il faut balancer donc nos équations. Tout ce qui nous reste à faire, je vais retourner donc à l'autre place, là. Tout ce qui nous reste à faire, c'est d'aller additionner ces réponses-là ces équations-là, plus l'équation qu'on avait choisie, là, la troisième, là, qui avait déjà le delta H, donc sur la page numéro 1, pour nous donner, c'est sûr, l'équation globale. Fait qu'il faut vraiment arriver à ça, là. Équation globale. Plus en bonus, bien, c'est sûr, la variation d'enthalpie, parce que c'est ça finalement qu'on cherche. On a tout fait ça, donc pour ça. En passant, la première équation, on va la garder intacte. On ne va rien faire. Pas de multiplication, pas d'inversion, donc d'équation, donc rien. On la met telle quelle. Pourquoi? Ben, c'est parce que regardez, le Mg, ben, justement, on en veut une mole, puis il y en a une mole à la fin, fait que c'est correct. Ensuite, notre deuxième équation, on va l'inverser. Pourquoi qu'on va l'inverser? C'est parce que on veut, c'est l'équation du MGO. Puis le MGO, là, on le veut après la flèche, du côté des produits. Puis nous, on l'avait du côté des réactifs, fait qu'on inverse. Puis quand on inverse, on se rappelle, hein, on échange donc le signe de place. La troisième, on n'a rien touché non plus. On va aller écrire rien ou on peut mettre un ensemble vide, là, comme on veut. On la copie telle quelle parce que c'est tout simplement donc l'équation donc pour l'oxygène. Puis l'oxygène, bon, on la voulait donc avant la flèche. Là, tout ce qui nous reste à faire, ben, c'est de faire la loi de S, de faire une grosse addition avec nos équations puis nos delta H. Fait qu'on va commencer comme en mathématiques là, par soustraire, par éliminer. Qu'est-ce qui est pareil d'un côté à l'autre? Fait que H2 gazeux, donc est pareil que H2 gazeux, on barre. 2 HCl à queue, on devrait en retrouver un autre ici, oui, après la flèche 2 HCl à queue. Donc, qu'est-ce qui se trouve avant et après la flèche? Donc, on élimine. Ensuite, MgCl2 avec MgCl2. Puis, il nous en reste un autre, donc à éliminer. Je vais me prendre une autre couleur. Donc, H2O liquide que je vais aller éliminer après la flèche avec H2O, donc liquide aussi, donc ici. Je ne sais pas pourquoi il y a un plus là, c'est vraiment une erreur, donc oubliez ça, là, on l'enlève. On descend ce qui reste. Ça, c'est facile. C'est comme en mathématiques, hein, qu'est-ce qui reste? Donc, on descend, donc on s'en sert et on additionne ici, donc nos delta H. Faites attention hein, de rentrer le négatif, donc dans la calculatrice. À la fin, ça va nous donner une réponse négative, ce qui fait en sorte que, ben oui, c'est exothermique, puis c'est correct, hein, puisque notre température, donc, avait monté. Puis on peut l'arrondir, nos réponses, là, si on veut. Là, donc, on les arrondit donc tout le long. Numéro 3, donc nommer un avantage de la technique utilisée. Ben, c'est une technique qui est simple, on pourrait dire qui est peu coûteuse, qui nécessite donc peu aussi de matériel. Un inconvénient, ben, habituellement, c'est qu'il y a plusieurs donc, réactions à faire. Il a fallu calculer 2 fois le delta H avec la calorimétrie. Fait que vu qu'il y a plusieurs réactions, ben, il y a plus de risques là, finalement donc d'erreur. Numéro 5, quelles sont les variables qu'on doit contrôler? La quantité de réactifs à utiliser, bien calculer donc notre nombre de grammes, puis les échanges thermiques, donc autrement dit avec l'environnement, les pertes d'énergie. On n'avait pas un top calorimètre, là, ça c'est sûr. Les causes d'erreur, donc dans ce laboratoire-là, on les a pas mal donc dit là, dans les inconvénients, donc pas mal les pertes d'énergie. Ensuite, la précision de tous les appareils qu'on a utilisés. Balance, thermomètre, je vais vite là, cylindre gradué. Donc, tu sais, on s'entend là qu'on peut là, vraiment se tromper à plein de places. Puis il y en a là finalement donc bien d'autres. Comment pourriez-vous améliorer ce protocole-là? Ben, avoir des appareils plus précis, mais il faut préciser. Genre une balance à 3 chiffres après la virgule, un thermomètre donc numérique, mais surtout refaire mais plusieurs fois donc l'expérience.
Retour sur la mise en situation, on veut savoir, ben d'abord, c'est quoi le delta H? C'est quoi la quantité d'énergie finalement est associée à la formation donc d'une mole d'oxyde de magnésium? Nous, on est arrivé à environ donc négatif 500 donc kilojoules donc par mole. Mais numéro 2, donc en théorie, si on va voir là, je pense, donc mon tableau à page, c'est l'annexe 11, je pense. On va l'écrire annexe 11. Je pense à la page 422, en tout cas. Je dis ça de même, là, page 411, 422, je ne sais pas, là, mais je sais que c'est l'annexe 11, annexe 11. Puis le résultat, donc théorique, ben, il est de moins 601,7 kilojoules. Fait que pourquoi pas aller calculer donc le pourcentage d'erreur, valeur théorique, on laisse faire les négatifs, hein, parce que le pourcentage d'erreur, là, c'est tout le temps la valeur absolue. Moins la valeur expérimentale, le gros chiffre moins le petit chiffre, divisé par le théorique fois 100, c'est pas pire, hein, je ne me suis pas trop trompée, de 1,94 donc d'erreur. Fait que c'est pas mal ça. Donc, on a trouvé finalement donc la chaleur molaire de la formation de l'oxyde de magnésium.